Un hiver noir plane sur l'Afrique de l'Ouest. Faut-il céder à la peur ou s'agit-il d'une alerte vitale dissimulée derrière de grands mots? Cette question résonne dans les esprits, comme une cloche d'alarme qui refuse de s'éteindre. L'atmosphère est lourde, presque électrique, et chaque mot prononcé lors du dernier sommet à Bamako semble peser sur l'avenir d'une région tout entière. À Bamako, cette semaine, les dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina Faso s'attendaient à une réunion classique. Mais le capitaine Ibrahim Traoré a brisé la routine. Il n'a pas évoqué de statistiques ni de promesses. Il a parlé d'un péril qui avance plus proche qu'on ne le croit. Son ton n'était pas celui d'un politicien en quête d'applaudissements, mais celui d'un homme qui perçoit l'orage avant les premiers éclairs. Son avertissement était sans détour. Une guerre froide, sanglante, se prépare, venue de l'extérieur mais aussi nourrie par nos propres déchirements. Selon lui, un hiver noir s'installe déjà, et nul n'est à l'abri. Il a cité les précédents du continent, des moments où tout semblait stable, jusqu'à la première fissure, jusqu'à la première nuit sans sommeil. Le sommet de la Confédération AES a alors basculé. Au lieu de projet ou d'optimisme, Traoré a imposé une urgence. Il ne s'agissait plus de planifier, mais de survivre, ensemble ou pas du tout. Les visages se sont tendus, rappelant des heures sombres de l'histoire récente, comme lors du début des conflits en Côte d'Ivoire ou au Soudan où la lente montée des tensions a fini par tout emporter. Tout est en jeu désormais. Feindre d'ignorer ces signaux, c'est risquer de perdre la sécurité des familles, la cohésion régionale et l'espoir d'un avenir digne. Ce n'est pas une crise ordinaire, mais peut-être le point de bascule du Sahel. L'ombre du passé plane. Rappelons-nous la désintégration de la Libye, qui a commencé par de simples dissensions et s'est achevée dans le chaos et la dispersion des populations. Pourquoi ce cri d'alarme maintenant? Sommes-nous réellement à la veille d'une rupture, ou bien Traoré cherche-t-il à secouer des peuples endormis? Peut-être les deux, car l'histoire enseigne que les grandes catastrophes ne préviennent pas. Elles murmurent, elles s'annoncent dans le silence, avant de rugir quand il est trop tard. Pour percer le mystère de ce discours et comprendre pourquoi le destin du Sahel semble suspendu à un fil, il faut revenir sur l'enchaînement des choix et des menaces qui pèsent aujourd'hui. Cela demande de regarder plus loin que les frontières, de revisiter les racines profondes de la crise, de se rappeler comment, en Sierra Leone ou au Libéria, des guerres civiles ont éclaté après des années de signaux ignorés. Explorons d'abord le contexte. Comment l'Afrique de l'Ouest en est-elle arrivée à ce climat d'urgence? Quels signaux ont précédé cet avertissement inédit? Pourquoi tant de tensions au Sahel? Pour comprendre, il faut d'abord se tourner vers l'histoire de la région. Le Sahel est bien plus qu'un simple décor de crise. C'est une vaste zone frontalière, marquée depuis des décennies par l'instabilité, les interventions étrangères et des divisions internes profondes. Pensons aux grandes sécheresses des années 70 qui ont fragilisé les sociétés ou à la prolifération des armes après la chute de Kadhafi en Libye qui a transformé la région en un vaste marché d'instabilité. Les peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont payé le prix fort, année après année. À chaque cycle, ils ont cru aux promesses de paix avant d'être rattrapés par des vagues de violence et de méfiance. Le Sahel oscille sans cesse entre espoir et désillusion, et personne n'y reste indemne. Les villes comme Mopti, Difa ou Kaya sont devenues des symboles. Hier prospères, aujourd'hui sur la ligne de front de la peur. C'est dans cette atmosphère incertaine qu'a eu lieu le sommet de Bamako. Pour la première fois, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, appelée AES. Leur ambition affichée, garantir la sécurité, renforcer la coopération et bâtir un développement qui leur appartienne réellement. Il y a eu des sourires, des poignées de main, mais aussi la conscience que le temps presse. Mais la réalité sur place est autrement plus trouble. L'instabilité ne surgit pas soudainement. Elle s'infiltre patiemment à travers des rumeurs, des attaques isolées et la peur quotidienne. Il n'y a pas de guerre ouverte, seulement une menace latente qui mine la stabilité jour après jour. C'est un phénomène que l'on retrouve dans l'histoire du Rwanda avant le génocide. La violence n'est pas tombée du ciel, elle s'est insinuée, a pris racine avant de tout emporter. Voilà le piège. Sous-estimer ce climat, c'est ignorer comment naissent les crises, non par accident, mais par l'accumulation silencieuse de tensions, d'influences extérieures et de fractures internes. L'histoire récente du Sahel est éclairante. Chaque fois que la société se divise, que la méfiance l'emporte sur l'unité, le chaos n'est jamais loin. On l'a vu lors de la montée du terrorisme, où des villages entiers se sont retrouvés isolés, livrés à eux-mêmes. Les conséquences dépassent de loin les frontières. Ce sont des millions de vies, la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest,
ses ressources et sa dignité collective qui sont menacées. Le moindre faux pas, le moindre manque d'unité risque de précipiter la région vers la guerre, la pauvreté et l'effacement sur la scène mondiale. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Syrie. Une crise mal gérée, des divisions internes, et le pays s'est retrouvé broyé par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, les dirigeants de l'AES veulent rompre ce cercle vicieux. Ils misent sur l'unité pour faire face ensemble aux menaces, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Le sommet de Bamako aurait pu n'être qu'un événement diplomatique de plus, mais soudain une intervention inattendue fait basculer l'atmosphère. C'est un peu comme lors du sommet de Yalta après la Seconde Guerre mondiale, un moment où tout bascule, où les décisions prises peuvent façonner le monde pour des générations. Un silence tendu s'installe alors que le capitaine Ibrahim Traoré se lève pour prendre la parole. Personne ne s'attend à la mise en garde qu'il va lancer, l'annonce d'un hiver noir prêt à s'abattre sur la région. Son discours rompt avec la langue de bois habituelle des sommets. Il évoque la peur, la stratégie, le besoin de vigilance. La guerre avance, mais qui en tient vraiment les rênes ? Pour le capitaine Traoré, l'avertissement sonne comme une menace réelle. Il parle d'un hiver noir prêt à s'abattre sur l'Afrique de l'Ouest, une vague de violence froide, méticuleuse, ourdie dans l'ombre. Ce n'est pas un éclat soudain, mais une tempête réglée, programmée pour diviser et terroriser. Il compare la situation à celle de l'Europe des années 30, où la montée du fascisme a été précédée par des signaux que trop peu ont voulu voir. La guerre ne naît pas des armes, mais des esprits. Elle s'installe d'abord dans les mots, l'influence, l'intoxication lente. On sape la confiance, on exacerbe les doutes, on sème la confusion. Les fractures internes deviennent une terre fertile, où la manipulation étrangère peut s'enraciner. C'est ce qui s'est produit dans les Balkans dans les années 90. La guerre n'a pas commencé par des chars, mais par la propagande, la haine et la peur distillées goutte à goutte. Traoré vise les puissances impérialistes. Selon lui, certains refusent de voir une Afrique souveraine et unie. Mais il ne se contente pas d'accuser l'extérieur. Il met en lumière nos propres failles, rivalité, intérêts personnels, absence de vision partagée. La menace vient certes d'ailleurs, mais elle se nourrit de nos propres divisions. Il rappelle que lors de la colonisation, ce sont souvent les rivalités locales qui ont permis à l'ennemi d'avancer sans résistance. Son discours réveille le souvenir du printemps arabe. Là aussi, tout a commencé par l'espoir, la contestation, puis la manipulation s'est insinuée, exploitant les faiblesses. Des nations entières ont plongé dans le chaos, la guerre civile, la dépendance. Pour le Sahel, l'avertissement est brutal. Si nous ne percevons pas les stratégies d'influence et de désinformation, nous risquons de tomber dans le même piège, avec des conséquences encore plus lourdes. En Libye, par exemple, l'espoir d'un renouveau a été brisé par des ingérences multiples et la division interne. Fermer les yeux sur la logique de la manipulation, c'est accepter la vulnérabilité. Dans la guerre invisible d'aujourd'hui, chaque division, chaque hésitation interne coûte cher. Stabilité sacrifiée, développement entravé, dignité collective menacée. Au Venezuela, la crise actuelle s'est, elle aussi, nourrie de divisions internes, amplifiées par des puissances extérieures désireuses de contrôler les ressources du pays. Si la menace est double, étrangère et enracinée dans nos propres faiblesses, quelle riposte adopter ? Quelle réponse le capitaine Traoré propose-t-il pour transformer cet hiver noir en un sursaut commun ? Traoré dévoile alors sa vision. Pour survivre, le Sahel doit s'unir sans retour. Mais une telle union est-elle vraiment possible ? L'Europe, après la guerre, a mis des décennies à bâtir une unité fragile qui reste aujourd'hui menacée. L'Afrique, elle, doit trouver son propre chemin, sans copier des modèles étrangers. La question brûle sur toutes les lèvres. La division mènera-t-elle l'Afrique de l'Ouest à l'effondrement, ou l'unité peut-elle inverser le cours de l'histoire ? Après le discours du capitaine Traoré à Bamako, le doute s'installe, mais aussi un souffle d'espoir. Face à l'hiver noir qui menace, deux routes s'ouvrent au Sahel, sombrer dans le chaos ou renaître par l'union. Sans unité, chaque État devient une cible isolée. Les crises se multiplient et le danger grandit à chaque instant. Lorsque chacun se replie sur lui-même, la région se fissure et la moindre tempête peut la faire basculer vers l'inconnu. Ce fut le cas lors de la partition du Soudan, où l'incapacité à maintenir l'unité nationale a débouché sur des décennies de conflits et de pauvreté. L'expérience récente l'a montré. Là où les voisins s'ignorent, la violence s'installe, la pauvreté s'étend et l'espoir s'étiole. Les frontières deviennent des failles ouvertes, à l'ingérence, au trafic, à la peur. Chaque village, chaque famille sent la menace rôder, sans savoir jusqu'où elle ira.
Au Nigeria, l'absence de coopération entre États fédérés a permis à Boko Haram de prospérer et de semer la terreur sur des milliers de kilomètres. Mais l'unité ouvre une autre perspective. En coordonnant leur défense, en partageant les renseignements et en surveillant ensemble les frontières, les peuples du Sahel peuvent inverser la tendance. Au lieu de subir l'insécurité, ils peuvent la contenir et la repousser. La confédération AES, aujourd'hui, symbolise ce front commun qui se dresse contre la fatalité. On peut comparer cela à la création de l'Union africaine, qui a permis d'apporter des solutions africaines à des problèmes africains, avec des succès notables en Sierra Leone et au Libéria. Cet élan n'est pas acquis. L'histoire africaine regorge d'alliances nées sous la pression, puis brisées par les intérêts divergents ou les pressions extérieures. Beaucoup voient en l'AES un pari risqué. Saura-t-elle résister aux tempêtes ou s'effondrera-t-elle comme tant d'autres avant elle? C'est là que le message du sommet trouve toute sa force. L'unité n'est pas un simple idéal. Elle doit devenir une réalité concrète qui transforme le quotidien des femmes et des hommes du Sahel. La paix ne dépend pas d'une signature, mais de la capacité à bâtir ensemble une vie meilleure, jour après jour. Les exemples du Rwanda post-génocide ou du Mozambique après la guerre civile montrent que la reconstruction passe par la réconciliation et la coopération à tous les niveaux. Laisser la division s'installer, c'est inviter la soumission ou la destruction. Nourrir la méfiance, c'est accepter une lente agonie jusqu'à ce que tout s'effondre. L'enjeu dépasse les gouvernements. Il concerne chaque citoyen, chaque communauté, chaque avenir. Il suffit d'un acte de solidarité pour changer la donne, comme on l'a vu lors des mobilisations citoyennes contre Ebola, où l'unité des populations a permis de contenir l'épidémie. Pour que la confédération AES soit plus qu'un symbole, il faudra transformer l'espoir d'unité en acte durable. C'est le prix à payer pour la souveraineté, le développement et la dignité retrouvée. Cela signifie investir dans l'éducation commune, dans des projets transfrontaliers, dans la formation de forces de défense partagées. Bamako retient son souffle, mais l'heure des discours est passée. Désormais, tout se jouera dans la capacité de l'AES à agir, à tenir, à surprendre. Les premiers pas devront être concrets. Création d'un centre commun de renseignement, mutualisation des ressources, lancement de grands chantiers d'infrastructures. L'unité n'est pas un simple mot. C'est une stratégie vitale, un rempart contre l'effondrement et la domination. La Confédération AES ne propose pas une alliance de façade, mais la seule voie pour que le Sahel sorte définitivement de l'ombre des puissances étrangères et de nos propres querelles. Une union comme celle qui a permis, ailleurs, de reconstruire après les guerres, comme en Europe avec le plan Marshall, mais adapté à nos réalités. Face à la menace, la sécurité ne se construit que par une défense pensée et contrôlée ici, par nous-mêmes. Seuls des échanges réels de renseignements, de ressources et de stratégies entre voisins garantiront la protection des populations, loin des fausses promesses importées par d'autres. À titre d'exemple, la force conjointe du G5 Sahel, bien que limitée, a déjà permis de réduire certains foyers d'insécurité grâce à la coopération. Mais la sécurité sans progrès économique n'est qu'un répit éphémère. Tant que la pauvreté et la dépendance subsistent, la paix reste illusoire. Investir dans nos ressources, soutenir nos agriculteurs, stimuler nos industries, voilà la base d'une unité économique qui offrira enfin à chaque enfant du Sahel un avenir digne et libre. Des initiatives comme l'Alliance pour une révolution verte en Afrique ou les coopératives agricoles du Burkina Faso sont des exemples à suivre et à amplifier. En agissant de concert, les États de l'AES disposent désormais d'un levier inédit pour s'imposer sur la scène internationale. Ils peuvent en choisir leurs partenaires, refuser les contrats injustes, reprendre la main sur leurs richesses. Plus jamais l'or, le coton ou l'uranium ne doivent quitter nos terres sans contrepartie juste. Le Botswana, par exemple, a su imposer des contrats plus justes pour ses diamants, ce qui lui a permis d'investir dans l'éducation et la santé. Cette ambition n'est pas l'affaire des seuls chefs d'État. Elle exige l'engagement de tous. Citoyens, chefs coutumiers, journalistes, influenceurs, chacun doit refuser la division, dénoncer la manipulation et défendre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. L'expérience du Ghana dans la lutte contre la corruption montre que sans la mobilisation citoyenne, aucun changement durable n'est possible. Bâtir l'unité, c'est poser la première pierre de la transformation véritable, car une unité de surface échouera et avec elle s'effondreront tout espoir de renaissance, de sécurité, de dignité. Le temps d'agir est compté, mais il n'a pas encore expiré. L'Afrique du Sud, après l'apartheid, a prouvé qu'avec volonté et dialogue, il est possible de reconstruire un pays divisé.
En somme, la question est posée à chacun d'entre nous. Ferons-nous de l'unité une réalité ou laisserons-nous s'éteindre ce moment décisif? Sommes-nous prêts à dépasser les vieilles rancœurs, à regarder au-delà des intérêts immédiats pour bâtir un avenir commun? Mais l'unité, pour qu'elle change le destin du Sahel, doit affronter un ultime défi, la confiance. Comment la forger alors que l'histoire a tant de fois trahi nos espérances? La réconciliation au Rwanda s'est construite par des gestes concrets, des tribunaux populaires, des dialogues communautaires. Le chemin est difficile, mais il n'est pas impossible si la volonté collective l'emporte sur la peur. Le vrai test débute à cet instant. Subir l'histoire ou la façonner selon notre volonté. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré lance ce défi, il ne cherche pas à effrayer mais à réveiller notre lucidité. Sommes-nous prêts à affronter la tempête ensemble, ou resterons-nous des nations dispersées, espérant chacune que la vague épargnera son rivage? Au-dessus de la menace de cet hiver noir plane un risque colossal, la survie même d'une Afrique souveraine. Si nous demeurons fragmentés, chaque pays devient une proie facile, exposé autant aux agressions manifestes qu'aux manipulations invisibles. L'histoire n'a cessé de le prouver, la désunion prépare le terrain aux catastrophes, qu'il s'agisse de guerre, de misère perpétuelle ou d'humiliation collective. Désormais, il ne s'agit plus de défendre tel ou tel camp. L'enjeu, c'est l'avenir de centaines de millions de femmes, d'hommes et d'enfants, la stabilité d'un continent entier, la maîtrise de nos richesses et notre pouvoir d'influer sur le monde à notre façon. Face à la menace, l'opportunité se dessine, celle de bâtir une confédération robuste, fondée sur une solidarité concrète et non sur des discours creux. L'unité n'est plus un simple mot d'ordre, elle s'affirme comme notre unique rempart, notre plus grand acte de résistance contre les tempêtes, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles couvent dans nos propres failles. Ce choix appartient à chacun de nous. Rester enfermé dans la méfiance ou rejoindre l'élan de la Confédération AES et saisir notre destin à bras-le-corps. L'époque n'admet plus les demi-mesures. L'histoire jugera notre génération à l'aune de sa détermination. Serons-nous les témoins impuissants d'une Afrique disloquée ou les artisans d'un continent maître de lui-même? La solution ne tombera pas du ciel. Elle dépendra de notre capacité à regarder le péril en face, à surmonter nos divisions et à transformer la peur en action commune. L'heure du choix a sonné. Si la tempête doit se lever, qu'elle nous trouve unis, debout et décidés à écrire la suite de notre histoire nous-mêmes. Pour avancer concrètement, il est possible d'imaginer plusieurs scénarios et étapes. D'abord, la création d'écoles communes pour la jeunesse du Sahel, où l'on enseigne l'histoire partagée, la tolérance et la coopération. Ensuite, la mise en place de marchés régionaux permettant aux agriculteurs et artisans de vendre leurs produits sans barrière, augmentant ainsi les revenus locaux. Enfin, la fondation d'une chaîne médiatique indépendante capable de lutter contre la désinformation et de valoriser les réussites locales. Il serait également pertinent de s'inspirer de modèles internationaux adaptés à nos besoins. Par exemple, l'Union européenne a su pacifier des nations rivales en instaurant des politiques agricoles communes et des échanges étudiants. Le Sahel pourrait inventer sa propre version, basée sur la complémentarité des ressources et la mobilité des talents. Une autre étape cruciale serait le lancement d'un fonds d'investissement régional, alimenté par les revenus des ressources minières et agricoles, pour financer la recherche, l'innovation et la santé. Ce fonds pourrait offrir des microcrédits à la jeunesse, permettant la création de petites entreprises et la lutte contre le chômage, principal moteur de l'exode rural et de la radicalisation. Sur le plan sécuritaire, l'AES doit s'appuyer sur des patrouilles mixtes composées de soldats issus de chacun des 3 pays afin de garantir la confiance et l'efficacité. L'exemple du Rwanda, qui a envoyé ses troupes au Mozambique pour aider à rétablir la sécurité, montre qu'une solidarité africaine est possible et efficace. Pour renforcer la cohésion sociale, il est essentiel de lancer de grandes campagnes de dialogue intercommunautaire pour désamorcer les tensions ethniques et religieuses. Des journées du vivre ensemble pourraient être organisées dans chaque région avec des concours culturels, des débats et des cérémonies de réconciliation. Enfin, il faut investir dans l'avenir en misant sur la jeunesse et la technologie. Le Sahel regorge de talents qui, avec un accès à l'Internet, à la formation et à l'entrepreneuriat, peuvent devenir les moteurs de la transformation. Des incubateurs d'entreprises, des bourses d'études et des concours d'innovation devraient être multipliés afin de canaliser l'énergie vers la construction d'un Sahel prospère. Toutes ces mesures ne sont pas des rêves lointains. Elles sont à portée de main, pour peu que la volonté politique et l'engagement citoyen se rejoignent. C'est ainsi, pierre après pierre, que l'unité deviendra une réalité tangible,
et que l'hiver noir redouté par le capitaine Traoré pourra être repoussé, remplacé par un printemps d'espoir, de sécurité et de dignité retrouvée. La dette de la question est refermée. L'alerte de Bamako n'est pas un simple cri de peur. C'est un appel à la lucidité, à l'action, à l'unité. Le choix nous appartient maintenant de répondre à l'histoire ou de la subir. Que la tempête trouve le Sahel uni, vigilant et prêt à écrire son propre destin.